Depuis une trentaine d'années, partout dans le monde, les auteurs d'attentats frappent aveuglément les populations civiles. Dès lors, un paquet grossièrement enveloppé dans du papier journal, une valise abandonnée dans une gare ou dans le hall d'un aéroport, un jouet traînant dans la cour d'une école peuvent d'un instant à l'autre se transformer en engin de mort. Heureusement, police et services de renseignement sont mobilisés pour prévenir les attentats. Agents infiltrés, surveillance satellitaire, banque de données informatiques traquent et éliminent les terroristes. Mais la police reste démunie lorsqu'un individu agissant seul décide de poser une bombe et de détruire des vies. Lors d'une chaude nuit d'été de 1993, Kurt Simon et sa fiancée Kem Wenger rentrent d'une soirée. Ils s'empressent de décharger le coffre de la voiture pour aller se coucher, car ils se lèvent très tôt le lendemain matin. J'ai ressenti le souffle de l'explosion par vagues. J'ai regardé par terre et j'ai vu des jambes par terre. J'ai tout de suite compris que c'était Kem et qu'elle n'avait sans doute pas survécu. Les voisins se sont précipités devant la maison et je leur ai hurlé d'appeler les secours. Les enquêteurs prélèvent des fragments de métal dans la main gauche de Kem, ce qui indique que la bombe a été activée grâce à un détecteur de mouvement. Elle a remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'entrée. Et quand elle s'est baissée pour le ramasser, la bombe s'est enclenchée. Grâce aux fragments qu'on a récupérés, on a très vite compris qu'il s'agissait d'une bombe artisanale. Elle avait été remplie de billes de plomb, le genre qu'on utilise pour la chasse. La bombe a creusé un trou de 30 cm de circonférence et de profondeur dans le sol de l'entrée. Des fragments de métal sont venus s'incruster dans les murs et le plafond. On a retrouvé des éclats jusque sur le trottoir d'en face. En explosant, la bombe en avait aussi projeté à l'avant et à l'arrière de la maison, jusque dans la cuisine. En fouillant le sous-sol, les techniciens retrouvent des fils, de la poudre et plusieurs amorces, ce qui prouve que la bombe a été fabriquée sur place. Le poseur avait laissé tout son matériel au sous-sol. Il avait sans doute prévu que le souffle emporterait la maison et qu'on ne retrouverait rien. Personne ne l'avait vu ni entrer ni sortir. Dans la cuisine, on a retrouvé un emballage de piles. Or, on avait utilisé des piles pour fabriquer la bombe. Mais surtout, il y avait une paire de gants. En gros, le poseur avait terminé la bombe sur place et il avait jeté l'emballage et les gants dans la poubelle avant de quitter les lieux. Conclusion, le criminel avait accès à la maison. Kurt Simon avait très bien pu poser la bombe avant que Kem n'entre à l'intérieur. En entrant le premier, il avait tout le temps de la sortir de sa valise, de la poser dans l'entrée et de ressortir. Attendez une minute, vous croyez vraiment que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Kurt n'est pas en mesure de fournir la moindre information sur la bombe. Il n'a rien remarqué de suspect. Tout ce dont je me souviens, c'est que deux policiers m'ont agrippé. Ils m'ont passé les menottes et ils m'ont jeté dans une voiture devant tous les passants qui s'étaient agglutinés autour de la maison. Kurt pense savoir qui pourrait avoir tué sa fiancée. D'après lui, Cricket, la mère de Ken, est tout à fait capable d'avoir fait une chose pareille. Cricket Lewis, c'était tous les défauts de la Terre réunis en une seule et même personne. C'était une femme dépravée, méchante, qui ne pensait qu'à elle. Et je vous garantis qu'elle était tout à fait capable de faire une chose pareille. Ça ne fait aucun doute. Absolument aucun. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais Cricket se faisait de l'argent sur le dos de sa fille. Alors bien sûr, elle était propriétaire d'un bar, mais
Si je me souviens bien, je crois qu'elle avait pu l'acheter parce qu'elle avait touché l'héritage d'une vieille femme dont elle s'occupait. Et comme par hasard, la dame était décédée pendant qu'elle travaillait chez elle. Les suspects ne manquent pas. Les enquêteurs doivent maintenant trouver des preuves tangibles. Kem Wenger, 29 ans, n'a pas survécu à l'explosion de la bombe artisanale qui a ravagé sa maison. Kem était divorcée et avait 2 enfants. Elle travaillait comme coiffeuse et de temps en temps comme femme de ménage. C'était vraiment affreux. Cette jeune femme était quelqu'un de bien. Elle ne méritait absolument pas de mourir comme ça, assassinée d'une façon aussi horrible. Son plaisir, c'était de s'asseoir sur le canapé avec du popcorn et un soda et de regarder un bon film d'horreur. Elle faisait ça tous les samedis soirs et elle adorait. Je ne m'ennuyais jamais avec elle. Elle me manquait énormément. À cette époque, Kem est fiancée à Kurt Simon, un pasteur presbytérien qui fait désormais partie de la liste des suspects. Je ne comprends pas qu'on ait pu, ne serait-ce que songer à la tuer. L'autre suspect n'est autre que la mère de Kem, Cricket Lewis. Les 2 femmes ne s'entendaient pas et se voyaient peu. Qui plus est, Cricket se serait apparemment mal comporté aux funérailles de sa fille. Tout le monde pleurait en se remémorant les jours heureux passés aux côtés de Kem. Tout le monde était complètement bouleversé. Et pendant ce temps, Cricket, elle, n'arrêtait pas de se plaindre que Kem ne s'était pas occupé de son assurance vie et que personne n'allait toucher le moindre centime. Le comportement des gens aux enterrements, ça ne veut rien dire. Tout le monde n'exprime pas sa douleur de la même façon. Il y en a qui pleurent, d'autres qui rient. Tout comme Kurt Simon, Cricket Lewis nie formellement être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de sa fille. Comment d'ailleurs Cricket Lewis aurait-elle pu concevoir un engin explosif aussi sophistiqué? Car, fort heureusement, n'est pas capable de fabriquer une bombe à effet retardé qui veut. En plus du savoir-faire, cela demande de se procurer des explosifs, un détonateur, un système de mise à feu. Les explosifs peuvent être d'origine militaire, comme le C4 ou le Semtex, industriels, comme la dynamite, ou artisanal. Les explosifs artisanaux font entrer dans leur composition des produits disponibles dans le commerce, comme les fertilisants agricoles, les désherbants, le soufre ou le charbon. L'analyse chromatographique et spectrométrique à infrarouge des fragments recueillis sur le lieu d'un attentat permet d'établir la signature du poseur de bombe. Ainsi, les spécialistes reconnaîtront dans l'emploi de la dynamite la marque des activistes de l'État, ETA. Dans le Semtex, celle des terroristes libyens qui avaient fait sauter le Boeing 747 de la Paname au-dessus de Lockerbie. Ou dans le TATP, un mélange de produits chimiques employés dans l'agriculture, les terroristes d'Al-Qaïda. Mais dans le cas qui nous intéresse, les experts en explosifs doutent avoir affaire à une organisation structurée, privilégiant la piste d'un poseur de bombes ayant agi pour son propre compte. Lorsque tous les fragments de la bombe sont enfin récupérés, les experts commencent à les analyser. La charge explosive a été renforcée avec des billes de métal dans le but évident de tuer. Lorsque la bombe explose, elle libère les billes à très grande vitesse. Des centaines d'éclats de métal, ou dans ce cas de billes de métal, vont être projetés sur la personne que l'on cherche à tuer. La chromatographie en phase gazeuse révèle que 2 types différents de poudre ont été utilisés. Un mélange détonnant et surtout meurtrier qui ne fait aucun doute sur les intentions du poseur de bombes. Ça augmente la puissance de l'explosion. Ce qui laisse supposer que le tueur voulait peut-être aussi se débarrasser de Kurt, son fiancé. La bombe était assez puissante pour tuer plusieurs personnes. Je reste persuadé que Kem était la cible numéro 1. Mais je sais également que si j'avais été à côté d'elle à ce moment-là, je n'aurais pas survécu. Et il aurait fait d'une pierre 2 coups.
Pour la police, Kurt Simon n'a pas les connaissances nécessaires pour fabriquer une bombe d'une telle puissance, et qui plus est, avec un système de détection de mouvement. On avait percé 2 trous dans l'un des bouchons. C'est rarissime. Imaginez un peu, je suis allé vérifier dans le fichier combien de bombes avaient un bouchon avec plusieurs trous. Et j'en ai à peine trouvé plus de 5, sur plus de 20 000. Je ne voyais pas Kurt Simon prendre un tel risque pour sa vie. Pour les mêmes raisons, la piste Cricket-Lewis est elle aussi abandonnée. Elle n'avait ni les capacités ni la volonté pour fabriquer une telle bombe. Elle était trop préoccupée par ses propres problèmes. Prochain suspect sur la liste, Paul, l'ex-mari. Il ne vit qu'à 3 km de la maison et connaît l'emploi du temps de Kem, du fait de la garde partagée des enfants. Quand on a affaire à un couple divorcé, on cherche lequel des deux aura eu intérêt à tuer l'autre. Avait-il des raisons de lui en vouloir et de lui faire du mal? C'était un peu tendu entre eux au moment de l'attribution de la garde des enfants, sans compter qu'il lui versait une pension alimentaire. On avait donc un mobile potentiel. Paul déclare qu'il a passé tout le week-end avec sa fille et ses amis. Tout le monde confirme son alibi. Les enquêteurs apprennent alors l'existence d'un autre suspect potentiel. Il s'agit de Phil Hartman, un ancien collègue de Kem. Lorsqu'ils travaillaient ensemble, Kem avait déposé plainte contre lui pour harcèlement sexuel. L'homme lui faisait régulièrement des avances, et ce, malgré les remontrances de la direction. Un épisode qui avait coûté sa place à Hartman. Depuis, ce dernier avait promis de se venger. On savait qu'il l'avait menacé de se venger, et du coup on a aussi exploré cette piste. Malheureusement, Hartman n'était pas en ville au moment des faits, et il peut le prouver. Il travaillait dans un autre État quand la bombe a explosé, et il avait plusieurs témoins pour le confirmer. Il n'avait pas quitté la région depuis plusieurs mois. L'enquête est dans l'impasse. Les policiers comprennent qu'ils vont devoir ratisser plus large s'ils veulent mettre la main sur celui qui a voulu se débarrasser de Kem Wenger et de Kurt Simon. De toute ma carrière, c'est un des meurtres les plus abominables que j'ai vus. Dans l'affaire du meurtre de Kem Wenger, la police dispose d'un dernier suspect, Dale Fosdick, le père de son plus jeune enfant. Vraisemblablement, les relations étaient très tendues entre eux. Ils se disputaient tout le temps sur les jours de visite, mais aussi pour des questions de pension alimentaire. D'après certains amis de Kem, Fosdick était loin d'être un père exemplaire. Il ne payait la pension alimentaire que par intermittence, et quand il le faisait, c'était toujours en retard. C'était n'importe quoi. Elle n'arrivait pas à savoir ce qu'il faisait plus de 2 jours d'affilée. Il ne la prévenait jamais de rien. Il ne lui répondait même plus au téléphone. Pour que l'enfant ait une vie plus stable, Kurt Simon propose de l'adopter. Si son fils était trop encombrant pour lui, s'il ne voulait pas s'en occuper et lui laisser une place dans sa vie, moi je m'en serais chargé avec plaisir. Je l'aurais accueilli à bras ouverts, ce gamin. Mais l'idée ne plaît pas du tout à Dale Fosdick. Dale était en train de se faire totalement évincer de la vie de Kimberly Wenger. Il assistait impuissant à l'idylle de Kurt et Kem, alors que lui vivait dans un petit appartement minable de l'autre côté de Bloomington. Qui plus est, Dale travaille dans une usine d'engins de chantier juste à côté de la maison. Il a donc des connaissances en mécanique. Il s'y connaissait en électricité et c'était un passionné de modélisme. Il montait ses avions lui-même, y compris le moteur. Les enquêteurs se présentent chez Fosdick avec un mandat de perquisition. Dans le garage, ils découvrent tout le matériel pour fabriquer des maquettes d'un avion. Voire une bombe. Il y avait tout ce qu'on voulait. Des micro-rupteurs, des batteries, des pinces coupantes, des dénudeurs, des clés anglaises. On ne pouvait pas faire mieux. Dans la cuisine, Fosdick semble avoir laissé plusieurs indices.
comme pour défier les enquêteurs. Il avait disposé plusieurs outils sur la table de la cuisine, juste à côté d'un journal ouvert sur l'avis de décès de Kem. Pour moi, le message était clair. C'est moi le coupable, à vous de prouver. Les techniciens récupèrent les outils sur la table pour les analyser. Ils vérifient également ces tickets de carte bleue des 6 derniers mois. Et l'un d'entre eux attire particulièrement leur attention. Dale Fosdick avait acheté plusieurs sachets de ces fameuses billes en métal au début du mois de février et en mars. Ce qui était très intéressant parce que c'était exactement le même type de billes que celles qu'on avait retrouvées sur les lieux de l'explosion. L'expert en graphologie nous a confirmé qu'il s'agissait bien de la signature de Dale Fosdick sur les reçus de cartes bancaires. La police décide donc de comparer les billes en acier découvertes au sous-sol de la maison de Fosdick avec celles récupérées sur les lieux du crime. Elles sont pesées puis mesurées avec la plus grande minutie. Il nous fallait plus que ça pour le relier à la bombe. La taille et le poids des billes n'est pas assez spécifique pour pouvoir établir un lien direct entre le suspect et la bombe. Ce n'est qu'une preuve circonstancielle. Les policiers sont parvenus à écarter plusieurs suspects potentiels pour concentrer leurs efforts sur Dale Fosdick, ex-compagnon de la victime et père de l'un de ses enfants. Fosdick possède les connaissances techniques pour confectionner un engin explosif. Passionné de modélisme et particulièrement adroit, son atelier regorge d'outils qui auraient pu servir à la confection de la bombe. Et il a fait l'acquisition, dans une grande surface, de billes d'acier qui ressemblent à celles utilisées dans l'attentat. Il ne reste plus aux experts qu'à démontrer scientifiquement sa culpabilité. C'est alors que les enquêteurs repensent aux morceaux de fil ramassés chez Kem Wenger. Il y avait des entailles dans l'enveloppe isolante, ce qui veut dire que tous les brins n'étaient pas sortis d'un seul coup. Il avait dû déchirer l'isolant à plusieurs endroits. Ils disposent également d'une pince coupante que Fosdick a laissée sur sa table de cuisine. John O'Neill, expert en traces d'outils, remarque vite que les lames sont un peu espacées. Il espère donc pouvoir identifier les minuscules imperfections qui sont dessus. Chaque outil est unique. Sur plusieurs outils strictement identiques, chacun aura des traces d'usure qui lui sont propres. Et bien entendu, plus on va s'en servir, plus ces traces seront visibles et faciles à identifier. L'une des étapes de la fabrication des lames consiste à les aiguiser. Et ensuite, plus on les utilise, plus on laisse dessus ce que l'on appelle des caractéristiques accidentelles. Et ce sont celles-ci qui vont permettre de les différencier et de les identifier. O'Neill dénude ensuite les fils à l'aide de l'outil retrouvé chez Fosdick. Puis il enveloppe les extrémités dans du papier d'argent pour augmenter la visibilité au microscope. Il compare ensuite les fils test à ceux récupérés sur les lieux de l'explosion. En grossissant 50 fois l'image, il s'aperçoit que les striures microscopiques sur l'isolant en caoutchouc sont identiques dans les deux cas. La preuve que la pince coupante de Fosdick a bien été utilisée pour fabriquer la bombe. Pour moi, c'est la preuve indiscutable que cet outil, quel que soit son propriétaire, a effectivement servi à fabriquer la bombe qui a tué une innocente. On avait la preuve que plusieurs de ces pinces coupantes avaient servi pour couper les fils de la bombe, des fils qu'il avait également chez lui. On ne pensait pas qu'il avait fabriqué la bombe, on en était sûr. Ça a été le coup de grâce. On avait ses empreintes. Dans notre affaire, ce sont les marques d'une pince coupante qui ont permis de relier le suspect à la bombe meurtrière. Dans un autre cas d'attentat analogue, les experts étaient parvenus à retracer l'origine des composants de l'explosif et à remonter à la source du fournisseur.
Au milieu des débris d'une voiture piégée, ils avaient isolé des milliers de granules en plastique de différentes couleurs, de la taille d'un grain de sable. Observés au microscope électronique, ces fragments assemblés par couleur composaient le code du fabricant, le lieu, la date et l'heure de la fabrication du produit, ainsi que le numéro du lot mis en circulation. En possession de ces informations, les enquêteurs étaient facilement parvenus à identifier l'acheteur de l'explosif et à le mettre sous les verrous. En ce qui nous concerne, les policiers ont établi la preuve que Dale Fosdick a utilisé l'une de ses pinces coupantes pour sectionner les fils du détonateur. Mieux encore, ils ont prélevé une de ses empreintes digitales sur le fil. On le tenait. Mais qu'est-ce qui a pu le pousser à commettre un tel acte? Pour le ministère public, Fosdick ne supportait pas que Kem ait mis fin à leur relation après la naissance de leur fils. Il ne supportait pas non plus que Kurt Simon veuille adopter leur fils et que son ex-femme en obtienne la garde définitive. Les preuves montrent qu'il a fabriqué une bombe artisanale d'une grande puissance et qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour effacer ses traces. Mais il va malencontreusement signer son œuvre en laissant une trace de ses outils sur un petit bout de fil. Il a fabriqué les 3/4 de la bombe chez lui. Mais pour être sûr qu'elle n'explose pas pendant le trajet jusque chez Kem, il a fini le travail sur place. Puis il a prudemment déposé la bombe dans l'entrée, à l'endroit même où il avait l'habitude de laisser l'argent de la pension. Fosdick s'attendait sans doute à ce que le couple franchisse le pas de la porte ensemble, ou peut-être a-t-il tout simplement laissé le hasard faire les choses. Kurt est le premier à entrer, mais il s'engouffre dans le couloir sans faire attention au sac qui se trouve dans le vestibule. Kem, en revanche, remarque tout de suite le paquet laissé par Fosdick. Vous imaginez? Il a fait ça à la mère de ses enfants, c'est horrible. Lorsque Fosdick apprend que la police est sur le point de perquisitionner son domicile, il laisse volontairement ses outils sur la table de la cuisine, à côté de la nécrologie de Kem. Mais il est loin de se douter qu'il vient de fournir aux enquêteurs la preuve qui leur manquait. Après une explosion, on se dit forcément que les preuves sont parties en fumée. En fait, il reste souvent pas mal d'indices. On a réussi à démontrer que petit 1, c'était un dispositif électronique, petit 2, il y avait un capteur de mouvement, et petit 3, il y avait au minimum 2 microrupteurs. Tout au long du procès, Fosdick continue de clamer son innocence, mais les preuves contre lui sont accablantes. Pendant notre démonstration, j'ai vu chacun des jurés avoir une petite lueur dans les yeux, l'air de dire « tout est clair maintenant ». À cet instant, ils se sont tournés vers Dale Fosdick et l'ont longuement fixé. C'est là que j'ai su qu'ils allaient le déclarer coupable. Ça s'est vu dans leur regard. J'ai regardé les lames du microscope et j'ai vu ce qu'il avait dû faire pour aligner les striures sur les fils. J'ai trouvé ça absolument exceptionnel. C'est fou de voir un travail aussi méticuleux, aussi minutieux. Ils ont quand même réussi à trouver la preuve indiscutable qui reliait la bombe au tueur. Je leur tire à tous un grand coup de chapeau. Ils ont fait un boulot exceptionnel. Ils m'ont vraiment impressionné. Dale Fosdick est reconnu coupable d'assassinat et condamné à 55 ans de prison. Rien que le fait qu'il ait cru s'en sortir et qu'ils aient fini par l'avoir, ça me réconforte beaucoup. On ne peut pas tromper la science. Il n'était pas aussi intelligent que ce qu'il pensait. Fosdick n'échappera à la peine de mort que grâce à un juré qui s'y opposera jusqu'au bout.
C'est un homme dangereux, très dangereux. Il n'a jamais semblé regretter son geste le moins du monde. À mon avis, son seul regret, c'est de s'être fait prendre. Avant que les terroristes de toute obédience utilisent des explosifs pour commettre des attentats, les bombes artisanales furent les armes favorites des anarchistes et de certains psychopathes, notamment en Europe centrale. Un cas, parmi d'autres, mérite d'être évoqué. Georges Mesteki, dit le poseur de bombes fou, terrorisa la ville de New York en faisant exploser 33 engins entre 1940 et 1957 et en blessant grièvement une quinzaine de personnes. Ayant été victime de l'explosion d'une chaudière industrielle dans son entreprise, Mesteki avait dû être hospitalisé pendant 2 ans. Puis, conséquence de ses blessures, il avait contracté une pneumonie et la tuberculose. Licencié sans indemnisation au sortir de l'hôpital, il avait décidé de se venger de son employeur en frappant aveuglément dans des lieux publics. Arrêté, il fut reconnu atteint de schizophrénie paranoïaque et placé 20 ans en établissement psychiatrique. Il fut libéré en 1973 et succomba peu de temps après de mort naturelle.